nous avons vu le modèle SIS, qui est à peu près le modèle le plus simple qu'on peut voir. Mais avant d'aller plus en avant dans le contenu du cours, ce que je veux faire, c'est passer un petit moment à parler de fonctions d'incidence. Et je vais vous présenter, discuter un petit peu les fonctions d'incidence, et puis après vous présenter euh, quelques fonctions d'incidence euh, particulières, pardon, voilà, c'est ce que je cherche à faire. Donc je vais vous parler donc les fonctions d'incidence en particulier, puis ensuite on va passer en revue quelques fonctions connues. Ensuite, je vais vous montrer deux exemples qui sont basés sur des modèles SIS, donc on ne va pas incorporer des choses que l'on n'a pas vues encore, bien qu'on va prendre des modèles SIS qui vont être un peu plus compliqués, et en particulier, ils vont se focaliser sur des propriétés de l'incidence, justement, qui, je pense, sont intéressantes. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'une fonction d'incidence? On l'a déjà vu un petit peu le premier cours sur le modèle SIS, mais je pense que c'est une chose qui est fondamentale à l'épidémiologie mathématique, et comprendre ce que font les fonctions d'incidence et aussi quelle forme elles peuvent avoir, je pense que c'est très important. Euh, En gros, une fonction d'incidence, ça décrit deux choses. Ça décrit les contacts entre individus dans la population et la façon dont ces contacts se traduisent par euh, enfin, comment ça résulte en la transmission d'une maladie. Alors, je recommande en particulier de lire ce papier de McCallum, Barlow et Hone, qui date de 2001, et qui fait, je pense, une très bonne présentation des fonctions d'incidence. Pas complètement complet, mais bon, voilà. Donc, une première remarque que je vais faire, qui est probablement importante de comprendre, c'est que quand vous faites de la modélisation en épidémiologie mathématique, vous allez rencontrer deux termes différents. Vous allez lire incidence et vous allez lire aussi force d'infection. Ce sont à peu près les mêmes choses, sauf que ce sont deux points de vue différents sur l'incidence. Donc l'incidence, c'est le taux d'apparition de nouveaux cas, et donc par extension, on parle souvent de fonction d'incidence lorsque l'on veut représenter ces nouveaux cas. Alors la fonction d'incidence, c'est comme je le note dans la première formulation, c'est essentiellement là où vous dites que S' est égal à moins cette fonction. D'accord? Tandis qu'il y a une autre façon de noter la chose, qui est sous la forme de la deuxième équation que j'ai écrite, qui est moins une fonction de S de I et de N également, fois S. Et quand on multiplie par S, on parle en général de force d'infection. C'est deux formulations qui sont exactement équivalentes, typiquement. Effectivement, vous pouvez rentrer le S dans de la force d'infection dans la fonction, et vous retrouvez avec une fonction d'incidence et vice-versa. C'est plus ou moins le contexte qui détermine ce qu'on utilise. Donc vous verrez que dans des modèles un peu plus compliqués que le genre de modèle en équadif ordinaire qu'on considère ici, on utilise souvent une force d'infection. Parce que, par exemple, si on a un modèle structuré en âge d'infection, on va se retrouver pour calculer la force d'infection, donc la capacité des infectieux à infecter les susceptibles, on va devoir par exemple intégrer sur l'ensemble des âges d'infection. Si l'on fait quelque chose comme ça, ben souvent on multiplie par S et ça nous permet de faire les choses. D'accord? Mais c'est à peu près la même chose, donc il ne faut pas penser que c'est quelque chose de différent. C'est simplement une autre façon d'écrire la chose qui est souvent plus pratique dans le cadre de modèles un peu plus évolués. Alors ensuite, quand on parle d'incidence, il faut bien comprendre qu'il y a deux composantes, comme j'ai déjà dit un petit peu, c'est-à-dire que
quand on a une fonction d'incidence, par exemple, elle dépend du nombre de susceptibles, elle dépend du nombre d'infectieux, et parfois, pas toujours, mais de la population totale, ou bien d'autres compartiments qui sont présents dans le modèle. D'accord? Et les deux composantes principales de cette fonction, ça va être un décompte du nombre de contacts qui ont lieu, et une description de la probabilité qu'un contact résulte en la transmission du pathogène. D'accord? Donc il y a deux choses qui rentrent là-dedans, et c'est souvent fait de façon un peu approximative. On raisonne au niveau de la population. Vous verrez quelques exemples dans le reste de ce cours. Par exemple, un peu plus tard, je parlerai de modèles avec des vecteurs et des hôtes, et vous verrez que dans le cas d'un modèle avec un vecteur et un hôte, la fonction d'incidence, elle a une forme un peu particulière, etc. D'accord? Donc, c'est une partie très importante de la modélisation. C'est aussi l'une des parties qui fait le plus défaut, disons, dans la modélisation. Le choix d'une bonne fonction, c'est compliqué, et c'est l'une des choses qui est vraiment le plus ouvert à discussion. Il y a eu des débats très étendus à certains moments dans le monde de l'épidémiologie mathématique quant à la nature de l'incidence à utiliser. Et c'est normal parce que c'est compliqué. Et vous verrez plus tard dans le cours, quand je parle de modèle en réseau ou de modèle en agence centrée, eh bien, ce sont des méthodes qui ont été développées pour essayer justement de faire face à ces problèmes liés à la nature de la fonction d'incidence. Mais pour le moment, on va regarder des incidences assez classiques. On reviendra donc sur ce problème des contacts dans le cours spécifique au réseau ou bien aux agences centrées. Donc les deux fonctions d'incidence les plus usitées, c'est celles qui sont ici. Euh, Elles sont l'incidence en action de masse. Dans le cours précédent, je vous ai montré cette incidence-ci, l'incidence standard ou proportionnelle. L'autre incidence bien connue, c'est celle-ci, qui est l'incidence en action de masse. Dans les deux cas, bêta est le coefficient de transmission. Alors attention, vous allez voir, je vais revenir sur ça. L'interprétation qui est faite du bêta dépend un petit peu de la forme que vous prenez pour la fonction d'incidence. Donc il faut être conscient de ça. Souvent, de façon à avoir une présentation homogène, par exemple, moi je vais parler de coefficient de transmission avec l'hypothèse sous-jacente que si je suis en train de faire du travail numérique, par exemple, je vais devoir m'intéresser plus précisément à vraiment ce que veut dire le coefficient bêta. Mais disons que de façon générale, au niveau de l'analyse mathématique, ce n'est pas forcément nécessaire d'être vraiment très clair sur ça. Bien que, vous allez voir, je reviens très bientôt sur la nature des unités. D'accord? Donc dans le premier cas, c'est une incidence en action de masse. Dans le deuxième cas, c'est l'incidence proportionnelle. Et vous verrez que la plupart des choses que je vais présenter dans ce cours, dans les autres composantes du cours, vont utiliser l'une de ces deux fonctions. Alors, au niveau des unités, justement, comme je le disais, il faut être conscient que les unités de bêta changent selon la fonction que vous utilisez pour l'incidence. Donc, si je prends x de t, une population dans un compartiment, d'accord, la population du compartiment x au temps t, alors quand je différencie x de t par rapport au temps, donc x' de t, ça a pour unité nombre. Si x de t, c'est le nombre d'individus, et je différencie par rapport au temps, donc c'est nombre par unité de temps. Et quand j'ai une équation différentielle, bien sûr, le terme de gauche de mon équation différentielle doit avoir les mêmes unités que le terme à droite du signe égal. D'accord? Donc, ça veut dire que la fonction d'incidence, si je prends juste la fonction, attention, pas la force d'infection, mais la fonction d'incidence, elle, doit avoir le même type d'unité, donc elle doit être en nombre par unité de temps. D'accord? Et comme je le fais remarquer ici, si par contre vous utilisez une force d'infection, eh bien dans ce cas, vous êtes en train de regarder les unités
par unité de temps sans prendre le nombre. Donc, si j'ai une incidence en action de masse, ce que je trouve, c'est que bêta, le coefficient, il est multiplié par un nombre, d'accord, S de t c'est un nombre, et I de t c'est également un nombre. Donc, bêta fois SI, ce produit de trois quantités, va avoir pour unité nombre par unité de temps, si bêta a pour unité 1 sur nombre fois temps. D'accord? Donc, dans le cas d'une action de masse, bêta, c'est par contact, par unité de temps. Tandis que si j'ai une incidence standard, vous voyez que là, maintenant, j'ai nombre fois nombre divisé par nombre fois bêta. Et donc, en gros, j'ai bêta fois nombre. Et par conséquent, dans ce cas, ce ratio bêta SI sur n a pour taille en unité nombre par temps si bêta est par unité 1 sur le temps. D'accord? Donc vous voyez la différence que je mentionnais plus tôt, c'est que selon la nature de la fonction d'incidence, les unités ne sont pas les mêmes. Et ça, mathématiquement, ça ne pose pas trop de problèmes, mais quand vous êtes en train d'essayer de faire du numérique, ben, il va falloir prendre ça en compte. Alors maintenant, je vais revenir sur les deux incidences qu'on a déjà vues. Donc, quand on a une incidence en action de masse, là j'ai omis la dépendance en n parce qu'elle est absente. Mais bon, je pourrais la mettre et ne pas la mentionner, d'accord? Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on suppose que le mélange des susceptibles et des infectieux est homogène. Et c'est dérivé des équations de cinétique chimique. D'accord? Cette équation, on appelle en action de masse parce que c'est exactement similaire à ce qu'on observe en chimie. Et donc, c'est une hypothèse assez forte. On est en train de supposer que le nombre de contacts qui ont lieu est le produit du nombre de susceptibles et d'infectieux à un instant donné. Et après, on multiplie ça par bêta pour savoir quel est le taux d'apparition de nouveaux cas. D'accord? Mais donc, ce que ça suppose, c'est que chaque particule de S, donc chaque individu susceptible, peut entrer en contact avec chaque particule de I. D'accord? Donc, bon, c'est l'analogie avec la chimie, mais c'est une hypothèse qui est quand même assez douteuse quand la population devient grande. Parce que si vous pensez à une ville de même 1 million d'habitants, il n'y a aucune chance que vous, en tant qu'individu vous baladant dans cette ville de 1 million d'habitants, vous entriez en contact avec tous les individus. Si vous êtes un individu susceptible, vous n'êtes pas en contact avec tous les individus infectieux à chaque instant donné. D'accord? Donc c'est pour ça que souvent, quand on pense à des populations plus grandes, on utilise une fonction proportionnelle qui est également très utilisée, d'accord? Et là, l'hypothèse, c'est que chaque susceptible va rencontrer une certaine fraction des individus infectieux, ou vice-versa. Et je précise, il y a un vieux papier de F-Cote de 76, donc assez ancien, qui considère précisément, enfin qui discute un petit peu de ça. C'est l'un des premiers, c'est un très joli papier, d'ailleurs je le recommande chaudement, un des premiers papiers qui regarde vraiment ce genre de choses, et il fait remarquer que il peut y avoir des interprétations différentes justement de cette fonction bêta SI sur n, selon qu'on suppose que c'est bêta fois la proportion de S multiplié par le nombre d'infectieux, ou bêta fois le nombre de S multiplié par la proportion d'infectieux. La proportion de susceptibles multipliée par le nombre d'infectieux, ou le nombre de susceptibles multiplié par la proportion d'infectieux. D'accord? Bon, c'est compliqué. En général, et je précise qu'il y a toujours des cas qui varient, mais en général, cette fonction d'incidence, elle correspond plutôt à des cas où la population est plus grande. D'accord? Et je vous montrerai les deux exemples un peu détaillés que j'ai à la fin, justement, regardent un peu cette différence entre ces deux fonctions d'incidence. Alors, une remarque très importante au niveau mathématique, c'est que si votre population totale est constante,
alors les deux formes sont exactement équivalentes. D'accord? Elles n'ont pas les mêmes unités, encore une fois, mais par contre, elles ont exactement le même rôle. D'accord? Donc si je suppose que la population totale est égale à une constante, qu'elle reste identiquement égale à cette constante, alors je peux écrire facilement bêta SI égale bêta tilde, disons, SI sur N. Donc si je définis bêta tilde comme étant la population totale fois le bêta de la loi d'action de masse, j'ai exactement les mêmes formes. D'accord? Donc les unités diffèrent, évidemment, puisque là vous voyez que ben, justement le bêta tilde, il est égal au bêta d'origine fois le nombre d'individus. Donc évidemment, ils ont bêta tilde et bêta n'ont pas les mêmes unités, mais n'empêche que vous voyez que ces formes sont exactement similaires et au niveau de la dynamique de votre système, vous allez avoir potentiellement quelques petits changements et on en verra plus tard dans le cours. Il va y avoir quelques petites adaptations au niveau par exemple du nombre de reproductions élémentaires, mais n'empêche qu'au niveau qualitatif, la dynamique va être similaire. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est passer en revue un certain nombre de fonctions d'incidence pour vous montrer quelques formes qu'elles peuvent avoir. D'accord? Donc, oups, c'est pas ça que je veux faire, bien que je vais faire ça quand même. Donc, le premier type d'incidence qui est assez importante, c'est ce qu'on appelle typiquement l'incidence générale, qui a cette forme donnée ici. Donc on met un exposant Q au nombre de susceptibles et un exposant P au nombre d'infectieux. Alors ces fonctions, elles sont introduites à l'origine pour ajuster aux données. Parce que ce qui est pratique, c'est que si vous faites varier P et Q en plus des autres paramètres de votre système, donc vous pouvez vouloir par exemple identifier bêta, mais aussi P et Q, ça vous donne 2 degrés de liberté additionnels pour ajuster à des données. Et j'ajoute qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que le travail théorique, par exemple sur la stabilité globale des équilibres, qu'on verra plus tard, à l'origine, beaucoup des travaux utilisent cette fonction-là plutôt qu'une autre fonction. Ensuite, voilà un autre exemple de fonction d'incidence, et vous voyez que ça devient directement un peu plus compliqué. Ici, j'ai une incidence qui prend deux formes différentes. Il y a une proportion Q entre 0 et 1 de la population qui est vraiment susceptible. Et une autre, la fraction 1 moins Q qui ne l'est pas. Et donc, l'une des idées ici, c'est pour incorporer une notion de hétérogénéité spatiale sans vraiment regarder un modèle spatial. D'accord? Donc l'idée ici, c'est qu'il y a des lieux où les individus ne sont pas susceptibles parce que c'est un refuge. Donc par exemple, je ne sais pas, c'est un lieu où tout le monde s'isole, ou etc. Et donc dans cette partie-là de la population, il n'y a pas de transmission. D'accord? Donc la fonction, elle prend cette forme-là. Vous voyez, elle est bêta I fois n-1 I sur Q. Si on met en I plus petit que cette proportion de la population qui est susceptible fois n, d'accord? Et par contre, si I est plus grand que ça, ben la fonction d'incidence vaut 0. Une incidence binomiale négative, c'est une incidence qui prend la forme suivante. Donc K fois S fois le log de 1 plus bêta fois I sur K. Et donc, quand vous utilisez quelque chose comme ça, selon les valeurs de K, vous avez soit un processus d'infection très concentré, soit, quand K tend vers l'infini, ben, on va vers une loi en action de masse. D'accord? Donc, voilà un exemple, par exemple, d'une incidence un peu différente. Ce qu'on appelle le contact asymptotique, c'est une incidence qui prend la forme suivante, et ici la fonction f, c'est l'une des fonctions qu'on a déjà vues.
D'accord? Donc ici, dans ce cas, c'est un peu différent. Et donc ici, quand epsilon est égal à 0, on a des contacts qui sont proportionnels à la population totale, tandis que quand epsilon est égal à 1, les contacts sont indépendants de la population totale. Donc ici, on peut réguler la dépendance à la population totale d'une fonction d'incidence qu'on a déjà écrite. Ce qu'on appelle la transmission asymptomatique. Dans ce cas, c'est une transmission de cette forme, d'accord? C'est bêta SI sur n essentiellement, mais plus une constante. Donc, par exemple, on peut avoir une fonction comme ça. Bon, voilà, c'est une autre façon de traduire une incidence, d'accord? Alors là, je vais vous montrer vite fait un autre type d'incidence. Je reviens sur cette incidence plus tard. C'est une on a considérée avec McCluskey. Et ici, là, par exemple, vous voyez que j'ai une incidence qui est action de masse quand la population est suffisamment petite et standard ou proportionnel quand la population est grande. Donc là, c'est un essai de rendre compte du fait que, je discutais avant, que l'action de masse n'est pas forcément appropriée quand la population est grande. Et donc ici, on dit, bon, ben justement, on va changer. Vous allez voir que ça donne lieu à des dynamiques qui peuvent être intéressantes. D'accord. Donc maintenant, je veux passer à un exemple un peu plus détaillé de problèmes liés à la nature de l'incidence. Et c'est un papier de Christopher Krebs dans Math Biosciences, il y a bientôt 20 ans, qui s'intéresse au problème de la saturation de l'incidence. C'est assez similaire à l'incidence que je vous ai montré il y a une seconde dans le transparent précédent, et j'expliquerai le lien. Alors, le modèle que Chris considère, c'est un modèle où il va considérer deux types d'incidences différentes. Donc, le problème, c'est que si vous prenez une incidence de la forme bêta SI, donc une loi d'action de masse, il n'y a pas de saturation. Ça veut dire que potentiellement, la fonction est toujours croissante. D'accord ? Et là, ce qui l'intéressait, c'était d'essayer de voir quel était le rôle de la saturation et quel était le rôle de la fonction qu'on utilise pour décrire la saturation. Alors là, vous voyez qu'il utilise deux types d'incidences différentes. Il utilise, donc là, c'est une incidence qui est écrite, je devrais revenir, là, c'est le nombre de contacts. Okay, il s'intéresse au nombre de contacts. On va voir après comment il incorpore ça dans le modèle lui-même. Mais ici, donc, il y a une première type de fonction de contact, bêta, qui est, ça c'est SM, c'est pour smooth, d'accord, donc c'est lisse, c'est quelque chose qui est différenciable, et ici c'est une incidence avec un switch, avec un changement. Donc ici, il a une fonction qui est celle qu'on voit ici en bas, qui est une fonction qui est différenciable sur tout son domaine, par peut-être en 0. Alors qu'ici, la fonction avec une transition abrupte, disons, elle est de cette forme-là. Ça, c'est une incidence qui va être une incidence en loi d'action de masse, quand on est plus petit qu'une valeur A. Et ça, c'est une incidence qui va être en proportionnel et qui, en fait, sature complètement lorsqu'on est plus grand que A. D'accord ? Donc l'idée, c'est de comparer deux types de mécanismes de saturation. Un qui est non différenciable en un point dans le champ, et, enfin dans les valeurs de n, et l'autre qui est régulière. Alors le modèle qu'il utilise, c'est le modèle suivant. Alors vous allez voir que c'est intéressant. Donc c'est un modèle SIS, mais par rapport au modèle qu'on a regardé dans le cours précédent, vous voyez qu'il y a quelques adaptations un peu différentes, et c'est pour ça que je voulais montrer également ce modèle. Donc, vous voyez que le modèle ici, il est écrit sans les susceptibles. Donc, l'idée, c'est qu'on décrit la dynamique de la population totale, et on a aussi une dynamique pour les infections. Alors,
je vais expliquer progressivement ceci. Donc ici, vous voyez que cette fonction bêta de n qu'il a définie précédemment, il la multiplie par s. Donc rappelez-vous que s c'est n-i, même si n n'est pas constant, la somme de s et de i est toujours n. D'accord? Donc ici, c'est ce qu'il écrit, c'est bêta s i sur n. Moins, alors il a une mortalité naturelle, une guérison, donc c'est vraiment le modèle SIS qu'on a vu précédemment, à part qu'il ajoute aussi une mortalité due à la maladie, que j'ai noté delta ici. Dans son papier c'est un alpha, mais, et son D est un mu, mais bon, j'ai adapté les notations pour que les deux modèles que je vous présente ici se ressemblent. Donc il a une mortalité naturelle, une mortalité due à la maladie, une guérison. Et vous voyez que la dynamique de la population totale, par contre, c'est une dynamique logistique. D'accord? Ce premier terme ici, c'est un terme logistique. Donc ce que vous avez, c'est une dynamique logistique de la population, moins une composante qui est la mortalité naturelle, moins la mortalité induite par la maladie. Donc évidemment, s'il n'y a pas de maladie, on est simplement dans une logistique avec un terme de flux sortant, mais qui va être compensé de toute façon par le terme logistique. D'accord? Et donc l'incidence qu'il a définie précédemment, vous voyez que si par exemple on prend cette fonction bêta 0, dans le cas de l'incidence avec switch, en bêta 0, ça fait bêta 0 SI sur N, donc c'est une incidence proportionnelle, alors que bêta 0 fois n divisé par a, si vous regardez, ça fait bêta 0 fois n divisé par n, donc c'est une incidence en action de masse. D'accord? Donc c'est une façon assez intelligente d'écrire le contact spécifiquement dans la fonction d'incidence. D'accord? Alors ce modèle, il le adimensionnalise, donc il introduit un certain nombre de constantes, donc n bar par exemple c'est 1 moins b, d sur b, je crois que c'était b sur d, bon ça doit être d sur b, fois k, donc c'est quelque chose lié avec la population totale. I, c'est I sur n comme on l'a déjà fait lors de notre analyse du modèle SIS, et n, c'est n sur n, étoile, bar, donc voilà. Et quand on fait ça, ben on obtient ce système de deux équations. Là, j'ai marqué x, ça devrait... Oh là ça devrait être des i, mais x ici devrait être des i, d'accord? Donc, c'est... Bon, on a ce modèle-ci où il faut que j'édite. Ici, c'est in, ici, c'est in. Mais donc, on a ce modèle-là. Alors, vous voyez que si vous vous rappelez du modèle SIS qu'on a regardé quand on l'a regardé en proportion, dans le cours précédent, on avait un modèle beaucoup plus simple. Et là, c'est normal que le modèle soit plus compliqué parce que d'une part, on a une dynamique logistique de la population totale et d'autre part, on a aussi une mortalité induite par la maladie. Donc ces deux choses conspirent pour rendre le modèle un peu plus compliqué que celui qu'on a vu auparavant. Alors, ce modèle, quelle que soit la fonction d'incidence qu'on prend, il a le nombre de reproductions suivantes, d'accord? C'est bêta évalué, donc, parce que bêta c'est une fonction ici, rappelez-vous, bêta évalué en n bar divisé par d plus gamma plus delta, ce qu'on verra dans un cours bientôt, et le temps moyen passé dans I avant de sortir de I du fait de la mortalité naturelle, de la mortalité induite par la maladie, d'accord, delta, ou de la guérison. D'accord? Donc le cours, si vous cherchez quel cours c'est le cours sur le temps de séjour dans les compartiments. Je crois que c'est le 9, le 8, je ne sais plus. Alors quand on regarde ce modèle, en fait, il y a deux sous-modèles. Quand on regarde le modèle avec la fonction, avec le switch, enfin le changement de forme fonctionnelle de l'incidence à la valeur A. Donc il y a un cas qui est quand bêta n est égal à bêta n0, bêta 0 n sur A. Donc là, c'est quand on est en action de masse.
et il y a le cas qui correspond à l'incidence proportionnelle. Donc en action de masse, on a trois équilibres, que j'ai noté X étoile, N étoile, ça devrait être I étoile, N étoile, pardon, qui sont dans le... Donc là c'est normalisé, donc on travaille dans le carré unité, d'accord. Donc on a toujours l'origine, et cette origine, donc 0, 0, donc il n'y a ni infectieux, euh, ni individu, essentiellement, la proportion de la population est 0. Donc cet équilibre est toujours instable. On a l'équilibre sans maladie, où il n'y a pas d'infectieux et toute la population est susceptible, effectivement. Et donc lui est globalement asymptotiquement stable quand R0, j'aurais dû dire, quand R0 est plus petit que 1, il y a une typo ici, d'accord. Donc l'équilibre sans maladie est globalement asymptotiquement stable quand R0 est plus petit que 1, et il y a un équilibre endémique unique qui existe et qui est localement existe dans le sens qu'il est biologiquement relevant, d'accord, réaliste, et il est localement asymptotiquement stable quand R0 est plus grand que 1. Quand on est avec une incidence proportionnelle, alors on a un équilibre en plus qui devient possible. Donc on a toujours l'origine qui est toujours instable, encore une fois. On a l'équilibre sans maladie, là aussi j'éditerai mes transparents, l'équilibre sans maladie 0,1 comme précédemment, qui lui également est globalement asymptotiquement stable quand R0 est plus petit que 1. Donc ces deux sont exactement comme avant. On a un équilibre endémique unique qui existe et qui est localement stable quand R0 est plus grand que 1, mais en plus on a un point d'extinction, point d'équilibre d'extinction, qui existe sous cette condition, d'accord, et qui est localement stable. Là, voilà, qui est localement stable quand R0 est plus grand que 1, mais que l'équilibre endémique n'existe pas. Il faut que j'édite ce transparent parce qu'il y a quelques coquilles dedans. Alors, ce qu'on voit, c'est que... Alors ensuite, rappelez-vous que le truc, c'est que là, maintenant, on a deux sous-modèles, mais on ne sait pas comment les solutions du système différentiel avec les deux sous-modèles vont se comporter par rapport à ce changement. Parce que les solutions, elles évoluent et à un moment donné, elles vont potentiellement changer de lieu dans l'espace d'état, ce qui entraînerait un changement de la fonction d'incidence. Donc c'est des modèles qui sont un peu plus compliqués. Donc ici, pour faire l'analyse, il définit un petit a qui est a sur le n bar. Et ce qu'on voit, c'est que si ce petit a est plus petit que 1, alors tous les équilibres sont sous le point de changement. D'accord? Et si on est sous le point de changement, en fait, on est dans ce cas ici, où on a une incidence en action de masse, et donc on a ces trois équilibres seulement. Donc on est dans le modèle sans saturation, et on reste, les solutions probablement, restent dans le modèle sans saturation, ou du moins même si elles s'en échappent, elles sont quand même attirées dans la partie inférieure du domaine essentiellement. D'accord? Donc elles reviennent au point sans saturation. Si par contre A est plus petit que 1, alors il y a un seul équilibre sans maladie. L'équilibre trivial est instable, et l'équilibre endémique unique, c'est l'équilibre endémique du cas 1. D'accord, le cas 1 étant le cas de la fonction en action de masse. Et c'est le cas 1 si cette condition est vérifiée, ou l'équilibre endémique du cas 2 sinon. Donc selon la valeur de ce paramètre, enfin, selon si cette inégalité est vérifiée ou non, on est soit avec cet équilibre endémique ici, soit avec l'équilibre endémique du cas 2, donc l'équilibre endémique de l'incidence en proportionnel. C'est des fois un peu compliqué, d'accord. Et lorsque vous avez le switch, donc quand vous introduisez la possibilité pour le système de changer
de fonction d'incidence selon là où il est. Le point d'équilibre d'extinction qui existe dans le cas 2, ben celui-là n'a jamais lieu. D'accord, il n'est pas là. Donc quand vous couplez les deux modèles et que vous autorisez les solutions à changer entre les deux modèles, ben ce point d'équilibre d'extinction n'est pas là. Dans le modèle avec switch, ce modèle qu'on est en train de regarder, le R0, au fait, c'est donné par ça. Donc le R0, c'est le R0 qu'on a vu essentiellement au début, fois cette constante bêta 0, multiplié par 1 sur le maximum du paramètre A qu'on a défini ici, donc A sur n bar, et de 1. Rappelez-vous que là, on a normalisé, et toutes les solutions sont dans 0,1. Okay, donc là, c'est le maximum de A et de 1, sachant que A sur n va toujours être là-dedans. Maintenant, si on suppose que l'incidence a une saturation différenciable, d'accord, donc c'est cette deuxième, enfin, qui était en fait la première forme que j'avais écrite, dans ce cas, le R0 est donné par cette quantité, et on se retrouve avec le point d'équilibre trivial, instable, l'équilibre sans maladie qui est globalement asymptotiquement stable lorsque R0 est plus petit que 1, et un équilibre endémique unique qui existe et qui est localement stable lorsque R0 est plus petit que 1, et plus grand que 1. Donc en pratique, ici, la différence principale entre les modèles, elle est plutôt quantitative plutôt que qualitative. D'accord ? Le lieu où R0 est plus petit que 1 change, donc les valeurs ne sont pas les mêmes, et ça reflète le fait que en fait, l'incidence de la forme SM, celle qui est lisse, elle est toujours plus petite que l'incidence avec saturation, avec switch. Dans les deux cas, toutefois, les modèles prédisent l'éradication de la maladie dans une grande région de l'espace et excluent la possibilité d'extinction. On trouve aussi que l'équilibre endémique, il satisfait cette propriété quand R0 tend vers l'infini. Vous voyez que donc, si le nombre de reproductions élémentaires augmente, devient très grand, eh bien en fait, ce qui se passe avec l'équilibre endémique, c'est que si jamais, rappelez-vous qu'il y a de la mortalité due à la maladie, et donc la prévalence en équilibre endémique, en fait, elle est compensée par la mortalité induite par la maladie et qui fait que, en fait, la population elle-même, N, devient trop petite pour que la maladie soit à même de se propager à tout le monde. D'accord ? Alors maintenant, je vais vous montrer une petite variation sur ce travail. Dont on n'était pas au courant quand on a écrit ce travail, c'était assez amusant pour la petite histoire. J'avais envoyé ça à Fred Brouwer, donc Chris Cripps était un ancien étudiant à lui, donc Fred était très au courant de ce que faisait Chris, et j'avais envoyé à Fred pour avoir son avis sur le travail que vous allez voir là. Il m'a dit oui, c'est très bien, mais Chris il a fait ça il y a quelques années, enfin, c'était juste avant d'ailleurs, à vrai dire, parce que c'est publié en 2010, mais c'est quelque chose qu'on a écrit à l'origine en 2003 ou 2004. Donc bon, c'était à peu près simultané, et donc c'était assez amusant. Ce qu'on regarde est complètement différent, mais il y avait un peu les mêmes idées, d'accord ? Donc on se posait la même question avec Connell McCluskey, qui était de savoir, bon, ben, qu'est-ce qui se passe si on commence à autoriser les incidences à changer, parce qu'il est probable que la description qui est faite de l'incidence comme étant de la même nature, quelle que soit la population, mais c'est pas forcément pas très bien. Et nous, en plus, on s'est intéressé à un cas un peu différent. Donc, le premier cas que je vais vous montrer, c'est une incidence qui est très similaire à celle que je viens de vous montrer dans le modèle de Chris. Le deuxième cas, c'est un cas un peu différent. Et là, c'est une incidence où, en fait, on fait un switch également, on fait un changement. Mais ce changement, en fait, il est déclenché non pas par la population totale, comme ça sera le cas dans mon premier modèle et comme c'était le cas dans le modèle de Chris, mais par la prévalence de l'infection. Vous allez voir que ça introduit des choses assez marrantes.
Donc le modèle de base, il est en fait assez similaire à celui que je viens de vous montrer. On a un modèle SIS, encore une fois. J'ai pris les mêmes notations que le modèle précédent, comme ça vous avez les mêmes notations. Donc j'ai une équation pour S, j'ai une équation pour I. Donc dans l'équation pour S, j'aurais dû marquer S, F de S, de I et de N, mais bon, j'éditerai peut-être ça. J'ai un modèle SIS, j'ai de la même manière que dans le modèle précédent une mortalité induite par la maladie, j'ai une guérison et j'ai ma fonction d'incidence. Donc si je regarde mais par contre, la différence avec le modèle précédent, c'est que ici on suppose une dynamique de la population qui n'est pas logistique. D'accord. Donc notre dynamique de la population, celle dans le modèle que je vous présentais juste précédemment, elle avait la dynamique était logistique. Et ça la logistique, elle a une tendance à régulariser les solutions. Ok, d'accord. Parce que si vous faites abstraction de toute la maladie et tout ça, la logistique, elle va vers sa capacité d'accueil. Et voilà. Donc ici, par contre, on a une équation qui est typiquement naissance et mort. Et on sait que si B est plus grand que D, la population va exploser. Si D est plus grand que B, la population va tomber. Alors ici, il y a une petite complication, c'est que on a le terme delta I, et donc en fait on voit qu'on va avoir des équilibres endémiques si et seulement si en fait le taux de naissance est plus grand que D, que la mortalité, mais est plus petit que la mortalité et la somme de la mortalité et de la mortalité induite, d'accord, par la maladie. Donc c'est un modèle un peu différent de celui avant. Il est très similaire au niveau de la formulation globale, et il est différent au niveau de la dynamique de la population. Vous allez voir que ça a son rôle. C'est intéressant de comparer les deux modèles parce que justement, ils se comportent de façon assez différente. Alors, de la même manière que l'a fait Chris et que je l'ai fait dans le premier cours sur les modèles SIS, on passe en proportion. Et par contre, ici, comme la population totale n'est pas constante, de la même manière qu'on a vu dans le modèle de Chris, on a notre dérivée quand on prend I' sur n, par exemple. Quand on prend petit i', les termes ne se simplifient pas aussi bien. Donc, le modèle qu'on considère, c'est le modèle que vous avez ici. Donc, I', c'est f de i et de n, moins bêta plus delta plus gamma, donc ça c'est comme avant, mais il y a un terme plus delta i carré, d'accord. Et d'autre part, la population totale, elle est régie par cette équation. On écrit f de in, donc la fonction d'incidence du modèle en proportion, c'est simplement la fonction d'incidence d'origine divisée par la population totale. Et pour se simplifier la vie, on note que f de i est de 0, si n tend vers 0, c'est la limite quand la limite quand n tend vers 0 de la fonction d'incidence en proportion. Et on suppose que cette limite existe. D'accord. Donc ça veut dire que implicitement, on exclut des cas où, par exemple, la fonction d'incidence d'origine est sous-linéaire en alpha près de 0. D'accord. Donc on exclut certaines des fonctions d'incidence, mais là on va considérer des fonctions d'incidence assez simples et vous allez voir, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste pour s'assurer que les choses marchent. Alors, ce qu'on trouve assez facilement, c'est que les solutions de ce système, là je vais toujours référer au système en i et petit i et n, d'accord. Donc les solutions de ce système, elles existent et elles vivent dans une bande intéressante. Donc si vous considérez le système et que vous le représentez en fonction de i et de n, vos solutions vivent dans une bande de i qui est de 0 à 1, et par contre,
par contre, toutes les valeurs de n sont admissibles. Toutes les valeurs positives de n sont admissibles. D'accord? Et toutes les solutions restent dans cette bande, dans leur temps positif, mais enfin, dans le cadran positif, mais une petite bande toute fine avec i entre 0 et 1. Mais par contre, par exemple, par rapport au modèle de Chris avant, qui vivait dans le carré unité, ici on vit dans le segment unité de i, mais tout l'ensemble des valeurs de n. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe quand je prends une incidence de la même forme que celle qu'avait pris Chris. Donc là, ici, je suppose que ce qui se passe, c'est que alors je l'écris de façon différente de celle qu'il avait fait, puisque lui, il avait incorporé la chose dans le bêta. Moi, j'écris que la fonction d'incidence, en fait, elle est en action de masse si n est plus petit qu'une valeur n chapeau, et elle est proportionnelle si n est plus grande que n chapeau. D'accord? Et après, pour se simplifier la vie, même si des fois j'aime pas trop faire ça, mais là on l'a fait parce que c'était quand même un peu compliqué, pour simplifier la vie, on a normalisé de telle manière à ce que n chapeau soit égal à 1. Donc la façon dont on considère le système, c'est, on dit, donc les solutions vivent dans cette bande, dans le cadran positif, et on suppose du reste que si les solutions sont dans le carré positif, de 0 à 1 carré, alors on est en action de masse, et si les n deviennent plus grands que ça, on passe en proportionnel. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va noter dl pour low, donc bas, la partie de d dans laquelle n est plus petite que 1, et dh, la partie high, la partie haute, où n est plus grand que 1. D'accord? Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ici, c'est encore un modèle SIS, et on a vu la dernière fois que sous certaines conditions, le modèle SIS, il était intégrable. On pouvait trouver intégrable dans le sens, il était explicitement intégrable, on pouvait trouver une solution explicite au système, et là, on utilise cette propriété, justement. Donc, ce qu'on fait, c'est que, je vais me mettre un peu comme ça, je peux montrer, on suppose que, alors, ce qui se passe, c'est qu'on va supposer, on ne sait pas exactement ce qui se passe à la solution, mais on trouve qu'à un moment donné, la solution entre, si vous voulez, dans DH, ou bien elle commence dans DH, donc H étant le haut, d'accord? Soit on initie la solution en temps initial dans la partie supérieure, soit là on a une solution qui vient de la partie inférieure et qui arrive dans DH, d'accord? Qui passe dans la partie supérieure de ma bande. Alors, dans ce cas, on a un intervalle qui peut être infini, on ne sait pas exactement, d'accord? Mais l'extrémité gauche de cet intervalle de temps, c'est le point où je suis rentré dans la partie haute de ma bande, et il est tel que pour tout t dans i, on a i de t dans cet intervalle dh, et on a une solution explicite, d'accord? On a une expression pour i de t et n de t, qu'on calcule en fonction des paramètres du système et d'une fonction psi de u qui prend cette forme-là et qu'on intègre ici. Alors ça ne nous dit pas ce que fait la solution, d'accord? Ça nous dit simplement, c'est-à-dire qu'ici on n'analyse pas le comportement de i de t et n de t, ça nous dit simplement que quand on est dans DH, on sait exactement comment la solution se comporte. Donc il faut aller évidemment un peu plus loin. La situation qui prévaut quand on regarde cette fonction qui switch, c'est la suivante. Donc si on définit cette quantité n delta comme indiqué en haut, alors pour toutes les valeurs de paramètres, on a un équilibre sans maladie qui est donné par 0, 0. D'accord? Donc il n'y a ni maladie ni individu dans la population. Et les cas qu'on a dépendent des valeurs relatives de B, D et la mortalité induite delta. Donc si le taux de naissance est plus petit que le taux de mortalité, il n'y a pas d'autre équilibre endémique, le point d'équilibre, et ni endémique ni quoi que ce soit,
Et donc dans ce cas, l'équilibre sans maladie, sans rien, est globalement asymptotiquement stable. Euh, si si B, pardon, mais si B est plus grand que D, alors E0 est toujours instable. Et ensuite, il y a plusieurs cas. Donc si B est plus grand que D, mais est plus petit que D plus la mortalité induite, d'accord, ici, euh, alors la présence d'un équilibre endémique E étoile, où I étoile, la composante en I prend cette forme-là, ça dépend de la valeur de ce paramètre n grand delta qu'on a défini. Donc si n grand delta est plus petit que 1, alors on a cet équilibre endémique qui est localement asymptotiquement stable. Si n delta est égal à 1, alors tous les n sont équilibres, d'accord, pour n plus grand que 1. Et si n delta est plus grand que 1, alors on n'a pas d'équilibre endémique. Et également, si B est plus grand que la somme de la mortalité, il n'y a pas d'équilibre endémique. Ce que ça veut dire, dans le cas où il n'y a pas d'équilibre endémique, et que l'équilibre sans maladie est instable, c'est que la population explose. D'accord, N, rappelez-vous, N vit dans cette bande dans de I égale de 0 à 1 et toutes les valeurs de N positives. Eh bien, si j'ai B, si E0 est instable et qu'il n'y a pas d'équilibre endémique, ce que ça veut dire, c'est que N est en train d'exploser. D'accord? Donc ça, c'est le premier cas. Maintenant, un cas que je trouve encore plus intéressant, c'est celui où l'infection dépasse les capacités de traitement. Alors là, vous allez voir que la dynamique est encore plus riche. Donc, la fonction d'incidence qu'on va considérer ici, c'est la suivante, celle qui est notée en 15 ici, et je vais l'expliquer brièvement. Donc, ici, j'ai une première fonction d'incidence, bêta 1 SI sur N, si I est plus petit que I chapeau. Donc, j'ai un niveau I chapeau de prévalence euh, sous lequel on a une incidence en standard, enfin en proportionnel. Si du reste, enfin si par contre la prévalence devient trop grande, d'accord, donc on dépasse ce I-chapeau, l'idée là, c'est de modéliser le cas où donc l'infection dépasse les capacités de traitement. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai l'incidence que j'avais avant, mais j'ai une incidence additionnelle, donc dans le sens où la maladie se propage comme elle se propageait avant, mais en plus, elle se propage un peu plus et elle se propage essentiellement pour les individus qui sont supérieurs à I-chapeau, donc pour le nombre d'infectés, pour la prévalence qui dépasse les capacités de traitement, comment s'appelle, l'incidence, elle est en action de masse. D'accord? Donc il y a deux composantes à cette incidence. Il y a une incidence qui est, disons, classique, et puis quand vos capacités de soins sont dépassées, eh bien vous êtes obligé de, mettons par exemple, de relâcher les patients dans la nature, ou vous n'êtes plus à même de les soigner de la même manière, et par conséquent, il y a une deuxième composante qui s'ajoute, et cette composante est en action de masse. Alors, cette fonction-là, elle n'est pas différenciable le long de la courbe de switch. D'accord? Donc, en I égale I chapeau, je ne peux pas différencier cette fonction. La fonction est continue, d'accord? On passe continuellement de la première partie à la deuxième partie, mais par contre, j'ai une courbe non différenciable dans l'espace. Et en proportion, donc on réécrit la fonction comme on l'a fait précédemment, on l'a réécrit en proportion, c'est ça qu'on va étudier en pratique. Donc dans le cadre, quand I fois n, donc grand I, quand petit i fois n est plus petit que le seuil, j'ai cette première forme, et tandis que quand I est plus grand que I chapeau, bien j'ai cette deuxième forme. D'accord? Alors ici, donc rappelez-vous, dans le cas précédent et dans le cas que regardait Chris aussi également, on avait un changement d'incidence au niveau n, on avait normalisé à n égale 1. Mais ici,
ce n'est pas en fonction de la valeur de n que ça se fait en fonction de la valeur de i. Et donc, en fait, on se retrouve avec une courbe de switch, une courbe de changement de forme d'incidence, qui est une hyperbole, d'accord, qui, en fonction de i dans l'intervalle ouvert en 0 et fermé en 1, on a une forme, une courbe qui est de la forme i chapeau sur petit i. Et donc, nos régions hautes et basses ne sont plus les régions séparées par la valeur de n égale 1, ce sont les régions séparées par ces valeurs. Donc, quand i vaut 1, on est en i chapeau et on monte, en fait, la région, elle monte comme, non, je devrais faire, voyons, comme ça, c'est compliqué, elle monte comme ça le long de l'axe des n. Mais on a encore une région basse et une région haute. Alors, au niveau des équilibres, il y a potentiellement 3 équilibres ici. Il y a un équilibre sans maladie et sans rien, à vrai dire. D'accord, le E0 qu'on a déjà vu dans le cas précédent. Ensuite, on a un équilibre E bar qui a des infectieux, mais pas de population. Un peu gênant, d'accord, mais c'est un artefact du modèle. Et enfin, on a un équilibre endémique où il y a des infectieux et une population. Et donc, les valeurs des différents équilibres, elles sont données par ces différentes fonctions. D'accord. Donc, ILS, c'est juste cette valeur-là. IN, qui est ici, elle est ici. Et NH de IN, c'est cette fonction évaluée en petit i égale IN. Donc, on a potentiellement 3 points d'équilibre. Et donc, quand on regarde ça, on voit que, en fait, on a beaucoup de situations différentes. Et vous allez voir, c'est assez riche, comme je disais précédemment. Donc, en fait, on a 2 quantités qu'on va utiliser pour distinguer les différents cas. Donc, on a ce grand E tordu, qui est défini par cette quantité, et grand S indice n, qui est défini par cette quantité ici. Et selon les valeurs de ça et la position de D par rapport à B, ben vous voyez qu'on a plusieurs cas. Donc, si B est plus petit que D, selon la valeur de E définie précédemment, d'accord, donc le E ici qui est bêta 1 sur B plus delta plus gamma, donc si ce petit e est plus petit que 1, ben, le E0, donc l'équilibre sans rien, est globalement asymptotiquement stable, et les 2 autres équilibres n'existent pas au sens biologique, hein, d'accord, ce sont des équilibres qui ne sont pas relevants biologiquement. Si par contre le E est plus grand que 1, ben là c'est l'équilibre, cet équilibre frontière ici qu'on a vu, où il n'y a pas de population, mais on tend vers une population nulle avec en même temps une certaine prévalence dans la population. Donc cet équilibre-là est globalement stable et E étoile n'existe toujours pas. Si par contre on est pour des valeurs de B entre D et D plus la mortalité induite par la maladie, les choses dépendent de la localisation des équilibres ILS et IN, leur position relative. Donc, si ILS est plus petit que IN, ben, ça dépend ensuite de la valeur de ce ratio, de cette forme ici. D'accord. Si cette forme est positive, alors on a stabilité asymptotique locale de E étoile, l'équilibre endémique, et instabilité des 2 autres. Si cette forme-là, Sn, est plus petite que 0, alors on a instabilité de tous les équilibres. Et vous allez voir que c'est un cas qui était très intéressant, que je vais redéfinir dans un petit moment. Et si, par contre, la valeur de l'équilibre en I est plus grande que la valeur de l'équilibre en N, alors c'est l'équilibre en I seulement, avec N égale 0, qui est globalement stable. L'équilibre endémique n'existe pas et E0 est instable. Et enfin, quand B est plus grand que D plus gamma,
bien E0 et l'autre équilibre frontière sont instables et E étoile n'existe pas. C'est la situation que je décrivais avant qui est celle qui a lieu lorsque la population totale explose. D'accord. Et je précise en passant que pour obtenir la stabilité globale dans ces cas ici où on a une stabilité globale, en fait on a fait une extension du théorème de Dulac au cas de la présence d'une courbe non différenciable dans le domaine du champ. D'accord. Donc bon, ça c'est amusant si vous voulez regarder ça, ça marche bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce cas ici. Donc là, si vous vous rappelez, j'avais mis, les couleurs ne sont pas les mêmes qu'avant, mais ce qui est important ici, c'est que donc c'est dans le cas où B est dans des valeurs réalistes, donc B est plus grand que D, donc on va survivre typiquement, euh, mais B est plus petit, la naissance est plus petite que la somme des mortalités induites par la maladie et naturelle. Et donc ici, vous voyez qu'on passe d'une situation où E étoile, donc ces deux équilibres ne changent pas leur stabilité, E0 et E bar restent instables tous les deux, mais ici, E étoile passe de localement asymptotiquement stable à instable. En fait, ce qu'on a montré dans ce cas-là, c'est que cette perte de stabilité correspond à une bifurcation de Hopf. Et donc on a naissance d'une solution périodique lorsque E étoile perd sa stabilité. Et je vais vous montrer comment ça marche à peu près. Alors voilà la courbe, l'hyperbole qui sépare la région haute de la région basse. D'accord. Donc cette courbe-là, c'est la courbe, ce qu'on appelle... Oups, ça s'appelle en général la courbe de switch, la courbe de changement. D'accord. Donc au-dessus de cette courbe, on utilise la fonction avec l'incidence proportionnelle plus l'incidence en action de masse. En dessous de cette courbe, on utilise l'incidence proportionnelle. Et donc ce qu'on a, ça c'est là, je matérialise du reste les isoclines nulles, d'accord, du système, et les différents équilibres qu'on a. Et en fait, là, ce qui s'est passé, je suis dans une région de l'espace des paramètres dans lequel la bifurcation de l'Hopf a eu lieu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une solution comme ça qui va osciller autour de ce point d'équilibre instable ici. D'accord. Et quand vous faites du numérique, voilà ce que vous observez. Donc, ici, c'est la situation dans l'espace des phases. Et ici, c'est la situation en fonction du temps, d'accord. Et vous voyez que, donc, si on regarde en fonction du temps, en bleu, je représente la proportion d'infectieux dans la population, donc entre 0 et 1. Et en vert, sur la même courbe, je représente la population totale. Et donc, ce que vous voyez, ce qui se passe ici, c'est que j'ai tout d'abord, on va le prendre ici, j'ai une augmentation de la population totale. J'ai une quasi-constance, enfin elle est quasiment constante, c'est cette phase-là de I. Non, pardon, c'est cette phase où je suis, c'est cette phase-ci, la phase verticale de I, le long de la phase verticale, enfin ici qui est la phase verticale. Ici, j'ai I qui reste à peu près constant. Ça, au mesure que ça se passe, la population totale peut monter, peut grandir, et elle grandit parce que pour le moment I est constant et à un niveau relativement bas, mais on arrive à un certain stade où la population totale devient suffisamment grande et d'un seul coup le système a progressivement rejoint l'endroit où le changement d'incidence a lieu, et à ce moment-là on a une augmentation très brutale du nombre d'infectieux, mais cette augmentation brutale du nombre d'infectieux, du fait de la mortalité induite par la maladie, fait immédiatement chuter le nombre total de la population totale, et on se retrouve dans la même situation. Donc vous voyez que là, alors c'est deux modèles SIS, c'est une petite variation sur le modèle SIS que je vous ai présenté dans le cours précédent, mais vous voyez qu'en jouant un petit peu avec la fonction d'incidence, eh bien on a obtenu des comportements qui sont beaucoup plus compliqués que le type
type de comportement qu'on a vu jusqu'à présent. Donc je pensais que c'était une illustration intéressante du rôle potentiel de l'incidence dans un modèle épidémiologique.